Alors, éco-compteur, vous ne connaissez pas, mais si vous faites du vélo, finalement, vous connaissez, vous utilisez. Éco-compteur est spécialisé dans le comptage des piétons et des cyclistes. C'est une société bretonne, elle est basée à Lannion et elle a fait le pari de l'innovation, voire de l'invention, on le verra depuis sa création en 98. Et ce que vous allez découvrir avec Christophe, c'est que au cours de cette masterclass, on va voir que ce pari, eh ben, il ne se cantonne pas au monde de la technologie, à l'innovation dans la technologie, mais il concerne aussi l'organisation de l'entreprise et toutes ses dimensions humaines. Christophe, on va commencer peut-être par le titre. On en a beaucoup parlé sur ce titre. Vous avez choisi de baptiser votre masterclass Entreprise, la fin de l'âge des pyramides. Ça veut dire quoi exactement ? La fin de l'âge des pyramides, c'est que quand on regarde l'organisation des entreprises je veux dire, de façon générale et presque exclusive, tout le monde représente un organigramme sous forme d'une pyramide, avec en haut souvent une personne, un peu un espèce de dieu tout-puissant. Et c'est le modèle générique. Alors il date des pyramides, je ne sais pas quel âge c'est les pyramides, 5000 mais ans à peu près. voilà, donc, 1000 de plus, 1000 de moins. donc le modèle d'organisation des entreprises, c'est un modèle qui est ce qui se fait de plus ancien. Moi, je suis convaincu en tout cas que c'est un modèle qui est dépassé. Et voilà, l'idée c'est le dépasser, ça veut dire le remplacer par quoi? C'est pourquoi est-ce qu'on fait autre chose? Et des sujets qui m'ont intéressé dans la discussion aujourd'hui, c'est justement de regarder quelles sont ces évolutions possibles et puis de vous parler un petit peu évidemment de ce qu'on a fait chez nous en matière d'organisation. La représentation n'est évidemment qu'un petit bout émergé, mais la représentation de l'entreprise est forcément un élément très, très fort sur comment est-ce que les gens se représentent, se situent entre eux. Voilà. Alors, on va essayer de déconstruire ces pyramides à partir de l'exemple d'EcoCompteur. EcoCompteur, c'est une entreprise qui est présente partout dans le monde. Ça va de New York à Shanghai, en passant par Cologne ou la Corée du Sud, encore plus loin. Ouais, le Nord, on ne fait pas encore. Pas encore. Sait-on jamais. Pourtant, elle s'est développée à partir d'une idée qui est née pas très loin d'ici. C'était à Perros-Guirec, puis à Lannion. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure parce qu'elle n'est pas banale du tout? Oui, alors en quelques mots, donc en fait, le tout début de l'histoire, c'est comment dire, mon père qui est inventeur, qui était ingénieur chez France Télécom, donc à Lannion, et qui avait inventé un système pour compter les piétons sur un sentier de randonnée qu'il avait défriché à Ploumanac avec des amis. Et puis en fait, au fur et à mesure, on a développé ce système-là. Donc moi, j'ai créé l'entreprise après avoir travaillé une dizaine d'années dans une grande agence de communication à Paris. Et puis bon, Paris-Plage, je trouvais ça un peu limité, donc je suis revenu en Bretagne. Et donc à partir de là, on a développé toute une gamme de systèmes de comptage de personnes. Donc aujourd'hui, on est présent dans une cinquantaine de pays. C'est une société dans laquelle donc a été démarrée en 2000, le tout début, c'est en fait 98. On va fêter les 20 ans l'année prochaine. Aujourd'hui, on est 120. Et pour donner des exemples, un des derniers équipements qu'on a installé, c'est toutes les pistes cyclables sur les ponts d'accès à Manhattan. On a des systèmes qui sont en Australie, on a des systèmes dans un petit peu tous les pays. Enfin, c'est vraiment ce qu'on appelle un marché de niche et on est devenu leader mondial de ce marché-là. Donc avec une chaîne entre des capteurs qui sont très spécifiques et puis toute une chaîne pour aller jusqu'au logiciel d'analyse de données. Et ça sert en fait, on entend parler beaucoup, alors bon, là on parle évidemment des polémiques que vous entendez à Paris, mais typiquement sur une infrastructure, une route ou une piste cyclable, la donnée de base pour savoir comment ça fonctionne, pour savoir comment faire évoluer cette ville, c'est de savoir quel est le flux. Et notre métier tout simple, c'est de donner l'outil majeur qui permet à ces collectivités, à ces ingénieurs de trafic de savoir quels sont les flux sur mes pistes cyclables ou sur les rues piétonnes, sur les trottoirs. On fait donc piétons et cyclistes. On ne va pas entrer dans le détail technique, mais à grands traits, comment ça marche?
Alors les piétons, c'est comme un espèce de petit faisceau qui va détecter une très très faible variation de température et dès que quelqu'un passe devant, on le mesure, c'est une des technos. On a un labo commun avec le CEA qui, comme son nom l'indique, fait pas que d'énergie atomique. Et donc là, c'est par des systèmes de caméras où avec 2 caméras, on constitue le relief et donc ça permet de voir tout ce qui bouge et de classifier donc, entre les différents types de trafic. Pour le vélo, c'est plutôt des sortes d'antennes qu'on va découper dans le sol et qui vont être sensibles à tout ce qui est métallique qui passe dessus. Et entre un vélo, une voiture, un scooter, on a des signatures magnétiques différentes. C'est un peu comme les signatures des sous-marins en audio, sauf que là, c'est un système radio. Et donc, c'est avec ça qu'on arrive à détecter les différents types de trafic. Alors, il y a plusieurs systèmes techniques. Vous nous avez expliqué la manière dont ça marche en général, votre développement international. Et en 2016, vous avez racheté une entreprise dont la technologie est complémentaire de la vôtre. Oui, alors bon, ça, c'est dans l'histoire, dans l'évolution d'une entreprise, alors, il y a un terme qui s'appelle croissance externe. Donc, à un moment donné, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant à faire pour aller faire du comptage dans d'autres univers. Donc, on a racheté une entreprise qui s'appelle Quantaflow. Qui est en fait le leader du comptage dans les centres commerciaux. Donc je sais qu'il y en a quelques-uns à Brest qui sont équipés, mais tous les grands centres commerciaux en fait sont équipés par cette société, que ce soit le premier centre commercial en Europe qui est les 4 temps à la Défense, le Forum des Halles. Si vous regardez en l'air, vous verrez des carrés un peu de cette taille-là avec souvent deux petits trous qui sont les 2 caméras et avec donc ces 2 caméras, c'est comme les 2 yeux d'une personne, on reconstitue le relief et ça permet de mesurer très précisément le nombre de personnes. Donc là c'est un objectif différent. La valeur d'un centre commercial, c'est le nombre de personnes qui viennent. En l'occurrence, on compte surtout sur une année. On regarde évidemment un peu dans le détail. Et l'objectif, c'est que à partir de cette idée qui est née sur un sentier de randonnée à Ploumanac, de faire l'entreprise de référence au niveau mondial dans tous les domaines où on a besoin de compter des personnes. Donc c'est ce sur quoi on travaille tous les jours avec cette équipe dans un modèle qui n'est pas la pyramide. On va venir à cette question des pyramides, mais j'ai dit tout à l'heure que votre aventure, elle était peu banale. Par rapport aux inventions, cette invention autour du comptage, ce n'était pas la première ni la dernière à laquelle vous vous êtes intéressé. C'est presque une vocation chez vous d'aller voir ce que sont les inventions. Alors, ouais, en fait, l'idée de départ, c'était donc moi, j'avais un papa inventeur et puis comme en fait un petit peu tous les inventeurs, il y a un certain nombre d'inventions, il y a des brevets qui sont déposés et puis derrière il ne se passe pas forcément grand-chose. Et je me suis dit qu'il y avait un métier à faire à partir de ça. Et donc le premier produit que mon père avait mis au point, c'était alors ça n'a absolument rien à voir, c'est un système anti-taupe pyrotechnique. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est toujours le produit numéro 1 en France, qui est vendu dans 4000 magasins. Et donc cette première invention, il y en a eu une deuxième, alors il y en a eu une troisième qui était plutôt dans le domaine des sports nautiques qui n'a pas marché, ce qui fait aussi qu'on s'est un peu reconcentré à un moment sur les systèmes de comptage qui eux marchaient bien. Parce que lancer une invention, que ce soit industriellement ou commercialement, mettre au point et lancer tous les ans ou tous les 2 ans un produit, c'est un peu à chaque fois repartir à zéro. Et même si au début je trouvais que c'était l'idée formidable, et c'est vrai que ça aurait été un métier formidable, mais c'était un petit peu difficile. Donc voilà, à un moment donné, quand vous avez quelque chose qui marche très bien, vous allez dans ce sens-là. Et donc c'est vrai que dans les comment dire, tout ce qui est les stratégies des startups, c'est ce qu'on appelle le pivot. À un moment donné, on change un petit peu de modèle. Et d'un modèle qui était, on fait une invention tous les ans ou tous les 2 ans, en fait, aujourd'hui, on est avant tout devenu une entreprise qui se focalise sur le comptage des personnes et avec des gros projets et un petit peu d'ambition dans ce domaine-là. Dans cette histoire, on voit bien la place de l'innovation technique, de l'invention. Et puis, il y a ce moment où vous complétez cette approche par de l'innovation dans la manière de manager, de gérer l'entreprise. Vous vous définissez aujourd'hui comme une entreprise libérée. Vous assumez ce terme? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors,
Je sais pas, qui a entendu parler, si vous pouvez lever la main, entreprise libérée, à qui est-ce que ça parle? Pas Bon. mal de monde. En fait, nous, comment dire, je pense qu'on a toujours, un petit peu fonctionné comme ça. Bon, moi, j'ai commencé tout seul, hein, puis l'équipe a grandi. Et en fait, quand on passe de je travaille tout seul à on est 120, il y a forcément pas mal d'évolutions. Une des choses dont je suis convaincu, c'est que en tant que dirigeant, on peut très vite être sa propre limite, être la limite de son entreprise. Et une des grandes questions, ça a été comment est-ce que je ne vais pas devenir la limite de mon entreprise. Et ça veut dire que, en fait, ceux qui font sont ceux qui savent et ceux qui doivent pouvoir prendre des initiatives. Comment est-ce que ça s'organise? Alors on a fait tout un tas de choses au fur et à mesure qui allaient dans ce sens-là. Et depuis le début, je vous dis, on a démarré en 98, où le concept entreprise libérée n'existait pas. Et puis à un moment donné, quand ce concept est apparu, on s'est dit, tiens, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ce qu'on fait déjà. Et en fait, c'est intéressant d'une part pour aller plus loin, parce que ça nous a permis aussi de rencontrer des entreprises qui faisaient des choses qui étaient plus différentes, qui pouvaient aller plus loin, qui étaient éventuellement plus osées que ce que nous on faisait. Et puis en même temps, un concept qui existe, sur lequel il y a des livres qui sont écrits, sur lequel il y a des expériences qui sont relatées, de dire en fait on est dans cette mouvance-là. Ça permet à tout le monde de se retrouver dans quelque chose. Et donc, on a trouvé que c'était intéressant de vous inscrire dedans. Voilà, de nous inscrire dans ce Vous modèle-là. comme M. Jourdain de l'entreprise libérée sans le savoir. Voilà, alors sachant que c'est pas un statut, tout d'un coup on a la médaille et puis on veut dire ça y est, non, c'est plutôt un état d'esprit, une direction. Et voilà, l'idée, c'est d'aller dans ce sens-là. Alors, ça se traduit forcément par des choses concrètes. Pour vous donner un exemple, une des choses au moment où on a dit, voilà, on est fondamentalement dans cette démarche-là, une des premières actions, c'est que on était à ce moment-là en train de réfléchir à mettre en place l'intéressement. Et en fait, moi, ce que j'ai proposé à une équipe, c'est de faire donc un groupe de travail, c'est de faire une élection sans candidat. Élection sans candidat, ça veut dire, le principe, je rentre un peu dans les détails, mais c'est intéressant de voir comment ça se met en place, c'est de dire, en fait, vous allez voter pour une personne de votre équipe, une personne en dehors de votre équipe, et le groupe de 7 personnes qui vont avoir le plus de voix vont travailler pour écrire la formule d'intéressement. Et cette formule, c'est celle qui sera appliquée. Moi, en tant que patron, à un moment donné, j'ai la possibilité de dire oui ou non. Mais en fait, je vais vous dire oui. Donc, allez-y. Donc, vous êtes engagé, c'est de la délégation de pouvoir. Dire la politique, c'est vous qui l'a décidé. Il y a cette délégation de pouvoir dans votre façon de travailler. Voilà. Mais il faut se rendre compte que la formule d'intéressement, ça veut dire qu'à un moment donné, le groupe de travail peut dire... la formule, c'est que le groupe absorbe 100% des résultats. Donc l'entreprise ne fait plus de résultats. Et à un moment donné, quand vous avancez devant tout le monde et vous dites, voilà, la formule, c'est vous qui allez l'écrire et je vais vous dire oui, ça veut dire que quelque chose qui serait, du point de vue économique pour une entreprise, une aberration, si à ce moment-là, je dis non, je vous avais dit oui, mais en fait, je vais dire non, le système, il est cassé. Donc c'est une prise de risque. Mais à un moment donné, la relation de confiance et la relation de responsabilité, elle peut se faire que dans ce contexte-là. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors dans le groupe de travail, ce qu'on avait dit, c'est il doit y avoir, soit par l'élection, soit on met la 7e personne, une personne qui connaît le sujet technique, parce que le sujet était un petit peu technique. Et en l'occurrence, c'est le directeur financier qui faisait partie du groupe. Et ce qui a été intéressant, c'est que la première question qui a été posée par le groupe, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut pousser le curseur pour que l'entreprise ait encore les moyens de se développer. Et à partir du moment où c'est cette question-là qui est sortie en premier, on était dans le cœur du sujet. C'est que
si cette question en fait, en tant que dirigeant, c'est la seule question qu'on se pose, après tout le reste, on peut tout faire. Par contre, est-ce que cet équilibre, il permet à l'entreprise de continuer à se développer? À partir du moment où le groupe se pose cette question-là, le groupe est autonome pour prendre la bonne décision, peu importe laquelle ce sera. Voilà. Et à partir de là, il y a eu un certain nombre de choses. Toute notre architecture, parce qu'on a refait le site, a été faite dans ce mode-là. Vous entendez sans doute parler, chaque fois qu'il y a des déménagements, globalement, on a plutôt 80% de personnes mécontentes. Là, avant de rentrer, chacun savait exactement dans quel bureau il allait être, où allait être la prise de courant, de combien il en avait besoin, parce que tout a été décidé collectivement en amont, avec d'ailleurs des surprises, des choses où, objectivement, moi je m'étais dit, ne pas déménager provisoirement, c'est impossible. Parce qu'on on était dans un lieu, il fallait, on refaisait la moitié, et donc l'idée c'était de dire à un moment, on devra déménager la moitié de l'entreprise pendant qu'on refait c'était une extension, hein, on doublait la surface. Et puis dans une des réunions, il y a eu une idée qui a été de dire, mais comme on n'a pas du tout envie d'être séparés à un moment, que la production et le reste des équipes soient séparés, est-ce qu'au lieu de louer, on ne pourrait pas prendre l'argent de la location et en fait faire une mezzanine au-dessus de la production, ce qui fait que provisoirement, on resterait tous ensemble. Et là, ceux qui connaissent un peu la finance, il y a le directeur financier qui dit non mais c'est pas équivalent, c'est beaucoup plus intéressant de faire cette idée qui est proposée, parce qu'au lieu d'une location qui est une charge sur l'année, en fait, pour l'équivalent, ça coûtait, je sais plus, 80 000 euros. On va faire une mezzanine à 80 000 euros, mais c'est un amortissement, donc sur l'année, ça fait comme si on avait investi que 10%. Et donc, on a fait quelque chose de plus grand, on est restés tous ensemble, et en plus, ça a impacté les comptes de l'entreprise à l'échelle de 10% par rapport à ce que moi, avant de rentrer dans cette réunion, j'avais imaginé. Alors, voilà. Sur ces deux exemples, Christophe, à la fois l'élection sans candidat et ce déménagement où les propositions sont venues de l'équipe, je voudrais qu'on revienne sur les effets. Qu'est-ce que vous avez découvert? À vous entendre, j'ai l'impression que ce qui a émergé, c'est la grande responsabilité et l'intelligence collective des équipes, puisque les contraintes, les critères, en fait, ils sont venus très naturellement. Ceux qui sont d'habitude dans la tête du chef d'entreprise, ils étaient dans la tête de l'ensemble de vos salariés impliqués. Ça a été ça la découverte, peut-être pas la surprise pour vous, mais en tout cas ce qui s'est posé clairement. Ouais, non, en fait, si on revient un petit peu sur le modèle, quand on regarde un système pyramidal, comment ça fonctionne au final? Vous avez plein de personnes qui travaillent, et puis qui font du vrai boulot, que ce soit produire, vendre, établir des factures, des choses, c'est ça qui fait que l'entreprise existe. Et puis, pour que tout le monde aille dans la bonne direction, entre guillemets la bonne direction, vous avez toute une chaîne de commandement qui est ce système de pyramide, où l'information monte et descend, plus ou moins péniblement, avec plus ou moins de précision, et que tous ces étages intermédiaires, en fait, quand vous y réfléchissez, c'est là où vous avez souvent les salaires les plus élevés, et où vous avez toute la déperdition qui font que les gens qui font disent « Ah, ils ont encore décidé une connerie ». Comment on fait autre chose que ça? Et en fait, sur la théorie, il y a une idée qui est très très simple, c'est que si, au lieu d'avoir cette espèce d'ascenseur d'aller-retour qui est lent, pénible, coûteux, tout le monde a les informations et tout le monde sait naturellement où est-ce qu'il faut aller, naturellement, intuitivement, ce que je fais, je vais le faire dans le bon sens. Donc, l'idée, c'est que l'information que chacun peut avoir, si on pouvait faire une théorie où chacun ait la même information que celle qu'a le directeur, à partir du moment où il y a un bon état d'esprit, les choses vont dans le bon sens. Alors, c'est plus compliqué à dire qu'à faire, parce que pour que tout le monde ait l'intégralité de l'information, le bon modèle, il n'existe pas. C'est impossible d'avoir toute l'information. Par contre, plus j'en ai, et plus je me rends compte de quels sont les objectifs de l'entreprise, où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle doit aller, pourquoi est-ce qu'on doit faire les choses dans un sens ou dans l'autre,
à partir du moment où cette information est extrêmement distribuée, les choses se font naturellement. Donc en fait, il y a une énergie qui est mise. Alors c'est un intranet où on passe vraiment du temps à écrire des choses. C'est une réunion mensuelle où on réunit tout le monde. C'est pour ça qu'on a fait ce site comme ça. Le site que vous voyez là, c'est le milieu de l'entreprise. Une fois par mois, tout le monde se réunit on a une présentation qui dure 20 minutes où on donne. Alors, on n'appelle pas ça un comité de direction, d'ailleurs, c'est pas une équipe, c'est plutôt une réunion, donc on appelle indicateur. Et donc, on a tous les indicateurs de l'entreprise qui sont déroulés et qui permettent à tout le monde d'avoir les informations qu'aurait un Tout le comité de monde y direction si on assiste. l'avait. Toute l'entreprise y assiste. Toute l'entreprise y assiste. Alors, ce qui est compliqué, on dit toute l'entreprise, mais il y a une partie de l'entreprise qui est à Montréal. Donc, on fait aussi cette réunion en visio à Montréal. Mais sur le site de Lannion, tout le monde se réunit dans l'atrium ici. On a un écran qui descend au bout. Comme ici, là, on sort les micros et puis on fait cette petite présentation, 20 minutes. 20 minutes une fois par mois, ça permet de diffuser énormément d'informations. Au final, par rapport à ce que coûterait cette espèce de chaîne de commandement où il faudrait rajouter du monde pour que l'information monte et descende, tout le monde réuni un certain nombre de fois dans l'année. Alors il y a des réunions qui sont aussi plus importantes, qui durent plus longtemps, on rentre plus dans le détail, mais au final, ça coûte éminemment moins cher et puis c'est énormément plus agréable parce que le fait que chacun sache exactement où on va, c'est pas pareil que d'avoir quelqu'un qui dans un domaine donné vous explique tiens tu vas devoir faire ça comme ça et où au bout du compte on ne comprend pas pourquoi. Alors, on voit bien qu'effectivement, raccourcir la chaîne hiérarchique, ça nécessite qu'il y ait de la transparence, de la diffusion très large d'informations. Mais je reviens à ma question précédente parce que je n'ai pas eu la réponse. D'accord, information, transparence, mais il faut de la confiance. Vous donniez cet exemple de l'élection sans candidat, de la décision qui a été prise par les salariés. Ça veut dire que dans les deux sens, il y a de la confiance. Alors ça, comment ça se cultive? Comment ça se met en place dans une entreprise? Il y a des recettes? Je ne sais pas s'il y a une recette. Moi, ce que je crois fondamentalement dans l'être humain, c'est que quand vous faites confiance à quelqu'un, c'est très très compliqué, et on le voit dans la vie, quelqu'un à qui vous faites confiance, c'est plus compliqué de tricher quand on vous a fait confiance. Et donc c'est un rapport symétrique, et qui par contre ne doit pas être biaisé. Donc voilà, c'est à un moment, on est fondamentalement dans un système de confiance, et le système de confiance amène à ce qu'il y ait de la confiance et aussi de la responsabilité. Il y a des personnes qui nous disent, bon, ok, on nous fait confiance, mais il y a des moments, c'était vachement plus confortable dans la boîte où j'étais avant, où on me disait, voilà, tu vas faire ça comme ça, ok, je le fais, et puis de toute façon, si je me plante, c'est pas de ma faute. Là, la responsabilité, elle est individuelle. On sait que la responsabilité, elle peut éventuellement faire mal à l'entreprise, donc on va aller prendre des précautions individuellement pour se dire, ok, là, je peux faire un truc qui est pas terrible, comment je me renseigne. Là, ça devient naturel, et puis je crois que la dynamique d'un groupe fonctionne bien dans ce sens-là. Tout le monde fonctionne de cette même manière. Donc c'est une espèce d'état d'esprit général qui est, je crois, celui qui devrait préexister dans toutes les entreprises. Une entreprise, une entreprise, c'est un bien commun. Alors, on a la chance que un certain nombre, ceux qui arrivent quand on est 120 n'ont pas la même perception que ceux qui sont arrivés quand on était 4 ou 5, mais tout le monde a vécu que on est parti de rien, que ça a une certaine fragilité, qu'il faut qu'on fasse tous attention, et qu'en même temps, ce qu'on a fait et qu'on a bien fait, ça nous a permis d'être là. Et donc, tout le monde a cette conscience que l'entreprise, en fait, est une sorte de bien commun, et que en le cultivant, on la fait croître, et que si on n'y fait pas attention, à un moment donné, ça peut lui faire mal et elle peut avoir des accidents. Et on en est tous responsables. Sur cet esprit. Et il n'y a pas que moi qui fais des conneries. Parce que moi, je peux en faire des plus grosses que les autres, mais je veux dire, tous, on a la capacité à faire des choses bonnes et à faire des conneries. Pardon. Mais c'est important.
le droit à l'échec pour vous et pour les autres. Donc il y a cette question de la transparence de l'information, il y a cette question de la confiance. Et vous savez, le thème qui nous rassemble cette année, à 360 possibles, c'est la passion. Alors en quoi est-ce que votre façon de fonctionner, ça peut être un élément qui favorise la motivation, voire la passion de vos salariés? Ça crée de l'intérêt pour eux à venir travailler, une motivation, une implication supplémentaire? Bah, ouais, moi je crois que sur la motivation, comment dire, c'est toujours plus motivant de savoir pourquoi on fait les choses. Un des fondements dans la théorie d'Isaac Getz sur l'entreprise libérée, c'est l'entreprise du pourquoi par rapport à l'entreprise du comment. La base, c'est dans une chaîne de commandement, c'est on vous explique comment vous devez faire quelque chose pour que ce soit bien fait. Pourquoi vous le faites comme ça? Oh là là, c'est pas ton job. Il y a des gens très intelligents qui ont déterminé comment est-ce que tu dois faire les choses. À partir du moment où j'ai compris pourquoi, je suis acteur de comment je fais les choses, et forcément ma motivation elle n'est pas la même. Enfin, dans la vie, c'est pas naturel. Dans la vie de tous les jours, en dehors du boulot, qu'est-ce que vous faites en le faisant d'une certaine manière sans savoir pourquoi vous le faites d'une certaine manière? C'est quoi les choses dans la vraie vie que vous faites sans savoir pourquoi vous les faites? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup, et souvent, ce n'est pas celles sur lesquelles on prend le plus de plaisir. Donc pourquoi est-ce que dans l'entreprise, tout serait différent et qu'on ferait les choses uniquement d'une certaine manière parce que quelqu'un d'autre qu'on va appeler on, parce qu'on ne sait même plus qui c'est, a dit qu'il fallait le faire d'une certaine manière. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous arrivez et puis on vous dit pourquoi est-ce que tu fais les choses comme ça? Ah, je ne sais pas, on a toujours fait comme ça. Mais c'est qui on? Donc à un moment, voilà, c'est un des objectifs, c'est qu'il faut tuer Léon. Vous avez tué Léon. Voilà. Et vous avez même décidé d'aller plus loin dans cette série de petits meurtres en entreprise, puisque vous êtes en train de passer de ce système d'entreprise libérée à un système d'holacratie. Alors l'holacratie, ce n'est pas encore aussi simple et connu par l'ensemble du monde économique. Vous nous expliquez un petit peu ce dont il s'agit, c'est quoi? Alors, pardon, je fais un petit détour par... en fait, ça, c'est une représentation de l'entreprise qu'on a imaginée. Parce que bon, on parle de la fin de l'âge des pyramides, il faut les remplacer par quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, enfin, qui existe plus, enfin, qu'on est en train de remplacer. L'idée, c'était de dire, une entreprise, on ne va pas la représenter uniquement par rapport à elle-même, on la représente par rapport à son environnement. Et les personnes dans l'entreprise sont connectées à l'environnement d'une certaine manière. Les commerciaux sont connectés aux clients. Donc vous avez les clients à l'extérieur. La partie administration-finance va être beaucoup connectée avec l'univers des banques, avec l'État, parce qu'on paye des taxes. Et l'équipe R&D va être connectée au monde de la technologie. Et donc on a comme ça représenté, chaque personne est sur une ligne, et on représente des personnes qui sont très tournées vers l'extérieur, donc qui ont un pied en dehors de l'entreprise, et puis qui sont un peu ce lien entre l'extérieur et l'intérieur, c'est le rôle des commerciaux. Vous allez avoir des personnes qui vont être très connectées avec le monde extérieur sur la techno, et puis d'autres qui vont plus la faire à l'intérieur. Et puis, vous avez un certain nombre de personnes dont le rôle va être plus de coordonner, et qui donc vont... Alors, dans un modèle idéal, tout le monde coordonne. Dans la réalité, il y a des gens qui portent plus cette fonction-là. Et donc, c'est comme ça qu'on a représenté un petit peu l'entreprise. C'est un modèle... Alors, ce qui était compliqué, c'est que chaque fois qu'il y a une nouvelle personne, il y a quelqu'un qui doit travailler quelques heures pour remettre le truc à jour. Mais pendant 4-5 ans, on a tourné autour de ce modèle-là. Puis vous voyez d'ailleurs qu'il y a un petit nuage autour, à côté. C'est les personnes qui sont en congé, Maternité. Congé parental. Et donc qui reviendront à un moment donné. Et on s'est dit que pour ne pas les oublier, c'était intéressant de les mettre là. Mais ça, c'était avant, j'allais dire. Alors, vous avez voilà. remplacé la pyramide par le cercle. Ça, c'est le modèle entreprise libérée. Vous n'en êtes plus là. Alors oui, entreprise libérée, c'est un des. À votre manière. Non, mais c'est à ce moment-là qu'on l'a créé. Et comment dire, aujourd'hui,
on est sur on est en train de mettre en place, alors, entreprise libérée, il y a beaucoup de monde qui connaît, holacratie. Bon. Donc c'est moins connu, c'est normal. Je ne dirais pas que c'est un modèle pour aller plus loin. C'est autre chose, c'est complémentaire. D'ailleurs, il n'y a pas forcément que dans un contexte entreprise libérée. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'à un moment, on se dit, notre système entreprise libérée, c'est quelque chose qui est, d'une certaine manière, culturel. C'est-à-dire que c'est une façon de voir notre organisation, comment dire, c'est un état d'esprit. Et une des questions qu'on s'est posées, c'est si on veut que tout le monde soit à l'aise dans ce système-là, où en fait une certaine quantité d'informel existe, puisqu'on dit ben, tout le monde a l'information et tout le monde sait intuitivement ce qu'il doit faire. Je schématise, mais c'est une grosse partie de l'organisation. Quelqu'un de nouveau qui rentre là-dedans, c'est pas très facile. Et puis, bah, comment dire, comment faire en sorte que ça se diffuse de façon la plus universelle possible à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est là où le modèle holacratie, alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est un système qui a été mis au point en Californie, qui est, alors je n'ai plus en tête, mais il y a quelques dizaines d'entreprises en France qui le pratiquent. Et en fait, ce qu'on a trouvé, nous, d'intéressant, et on l'expérimente depuis 2-3 mois, donc je ne vais pas vous dire c'est le truc génial, on est dedans. Il y a des moments, c'est formidable, il y a des moments où on trouve que ça vient même un peu, comment dire, en conflit avec notre modèle. Mais ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que c'est soutenu notamment par un logiciel, il y en a deux, il y a comment dire, Holaspirit qu'on utilise et Glassfrog. Et en fait, c'est un modèle qui permet de représenter l'entreprise, où on va distinguer en fait, on ne va plus distinguer une personne, on va parler de rôle. Et une personne va avoir un certain nombre de rôles. Et on est dans une organisation avec des cercles. Donc là, vous voyez, et c'est provisoire. Hein, aujourd'hui, il y a une partie de l'entreprise qui est décrite de cette manière-là. Donc on a, traditionnellement, vous avez des équipes là vous avez une équipe marketing, et puis tous ceux qui tournent, alors il y a une partie équipe marketing, mais une partie R&D, se sont dit, ouais, mais il y a un truc qui est vachement important dans l'entreprise, c'est la partie lancement de produits, où on est sur quelque chose de transversal. On a dit, ok, on crée un cercle autour du lancement de produits avec un certain nombre de rôles. Les rôles sont définis avec des redevabilités, et ce rôle, à un moment donné, il y a une personne qui l'a, mais demain, ça peut être une autre personne. C'est-à-dire que j'ai 10 rôles, il y a un de mes rôles que je ne peux plus assumer très bien parce que j'ai trop de choses, parce que je ne sais pas quoi. Je dis, voilà, ce rôle qui est extrêmement défini, je le mets sur une sorte de place de marché et qui peut le prendre? Et tout d'un coup, sur un rôle qui est donc très défini, on se retrouve avec de la mobilité. Et ce qui est extrêmement intéressant dans le modèle, c'est que ça donne de la clarté. Parce que tout le monde a accès à tout. C'est-à-dire que moi, mes rôles qui sont encore, pour l'instant, je suis encore en train de bosser dessus, j'en ai 6 ou 7 et ça représente, je pense, 20% de ce que je fais. Mais tout le monde a accès à ce que je fais. Donc si à un moment donné, on veut savoir à qui demander quoi, le principe, c'est que c'est extrêmement transparent. Donc vous remplacez des titres, des places dans la hiérarchie par une définition des rôles de chacun. D'accord, soit. Et chacun travaille dessus, mais qui décide des rôles des uns et des autres? Est-ce que là, le pouvoir change de place? Alors c'est là où, au-delà d'un système de représentation, le principe de l'acratie, c'est que vous avez... Alors nous, on l'appelait Holahoop. Parce que je ne fâche pas que ce grand pensée, je trouve que le mot est absolument terrible, je trouve que ça sonne mal. Et donc, on a trouvé que c'est drôle l'idée qu'on allait jouer avec des cercles. Donc, chez nous, c'est Holahoop. Et donc, le principe, c'est que sur le mode de décision, une fois que vous avez un rôle, que ce rôle vous avez été attribué, vous avez une autorité totale sur le rôle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interférer sur votre rôle. Donc, même si le patron vous décide que c'est... Ah mais c'est pour moi que c'est le plus emmerdant, parce qu'il y a des trucs... C'est pas votre rôle, comme moi j'ai commencé tout seul, pas. il y a plein de trucs, il y a plein de jobs, je les ai faits au début.
Donc à un moment, je vois un truc, et puis j'ai envie d'aller voir la personne et de lui dire, tu sais, mais hein, bah, c'est C'est son pas votre rôle. rôle, vous le faites Alors pas. si elle vient me voir, je lui dirai quelque chose, mais je veux dire, j'ai pas le droit d'interférer. Donc en fait, ça donne à la personne forcément plus de responsabilité que si elle savait que, bah, voilà, moi j'ai fait le truc il y a 10 ans, je le maîtrise, si elle vient me demander tous les jours, elle ne progressera jamais. Donc peut-être qu'à court terme, bah, à un moment donné, elle va faire, sur moi pour faire ce rôle-là bien, j'ai peut-être fait 5 conneries, elle peut-être qu'elle en fera que 3. Bah, au bout du compte, Mais on voilà, imagine à quel point et chacun progressera de sa manière. Mais c'est important d'arriver à ce que chacun ait réellement une autorité sur son rôle et une capacité, et c'est là où le système est assez génial, une capacité à s'auto-organiser. C'est-à-dire que là où un mouvement d'organigramme dans une entreprise, c'est infernal, quoi. Le truc remonte au comité de direction, enfin vous avez un truc énorme. Il y a ce qu'on appelle des réunions de gouvernance qui sont au sein de chaque cercle. Donc en fait, c'est le cercle, ceux qui sont le plus proches de la réalité de ce qu'il fait, qui vont décider qu'ils vont créer un nouveau rôle, qu'un rôle qui est devenu très important doit devenir un cercle, c'est-à-dire avec une organisation un petit peu plus lourde. Et en fait, au lieu d'avoir un système figé, vous avez un système qui, tous les jours, se renouvelle. Mais alors justement, le système semble être d'une part assez compliqué. On commence à toucher du doigt les difficultés que ça peut représenter à la fois pour ceux qui dirigent l'entreprise et puis pour les équipes. À mettre en place, c'est relativement long, complexe, ça nécessite des changements de mentalité. Enfin, soyons clairs, ce n'est pas quelque chose de simple qui se fait sur un claquement de doigts. Mais alors pourquoi vous le faites? Qu'est-ce que vous attendez d'une transformation comme ça? Ce que je vous disais un petit peu au début, c'est il y a un côté culturel qui fait qu'il y a certaines personnes pour qui c'est, et notamment les nouveaux, pour qui ça peut être plus compliqué parce qu'ils n'ont pas vécu toute l'histoire, et que donner de la transparence, c'est quelque chose qui est extrêmement utile pour tout le monde. Et ce côté, on est capable de s'adapter en permanence, sans que ce soit une grande adaptation, c'est-à-dire au niveau de ceux qui font, bah, ça donne une, comment dire, une souplesse et une agilité qui, je crois, est compliquée à trouver dans un autre modèle. Donc on s'est dit que ça allait nous permettre d'aller un cran plus loin là-dessus, et de, on voit, enfin, les mouvements qu'on peut subir, de l'extérieur, que ce soit des mouvements de techno, que ce soit, notre premier marché, c'est l'Amérique du Nord. On voit arriver l'élection de Trump, on se dit, bon, nous, on vit quand même sur ceux qui boostent l'économie verte aux États-Unis. Bon, S'adapter. je veux dire, c'est ceux qui sont le plus près du terrain qui doivent décider, qui doivent être libres, et on ne doit surtout pas les emmerder dans cette adaptation. Donc voilà, des choses comme Être ça, il y en a agile. dans tous les Alors, sens. Donc le plus près possible de ceux qui font, qu'ils aient toute la latitude, et pas seulement à titre individuel, également au titre d'un groupe. Et c'est là où entreprise libérée, c'est assez individuel. Enfin, comment dire, j'ai des règles de comment je dois agir. Là, je peux y compris modifier l'organisation de l'entreprise autour de moi pour qu'elle devienne plus efficace. on C'est ça qui nous a attirés. on retient cette idée, la proximité pour plus d'agilité. On va passer aux questions de la salle. Juste en conclusion, si vous deviez nous offrir une idée inspirante, un message avec lequel on va quitter cette salle, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Je crois l'idée de base, c'est que c'est ceux qui font qui savent. Et qui plus loin que celui qui fait, qui peut savoir mieux que celui qui fait ce qu'il doit faire? Chaque fois, on doit se poser cette question-là. Comment on peut, je veux dire, décider pour quelqu'un qui fait comment il doit faire sans que cette personne-là enfin, soit l'acteur majeur de sa décision? Enfin, ça paraît une aberration quand même. Donc demandez à ceux qui font, puisque c'est eux qui le savent. Merci beaucoup Christophe Milon. Je vais vous demander de l'applaudir.